Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières, journaliste. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Peut-être tout d'abord, pouvez-vous présenter votre parcours et quel est votre parcours avant de devenir secrétaire général de Reporters sans frontières, chose que l'on va aborder par la suite. Moi, j'ai d'abord un profil de journaliste d'investigation. J'ai travaillé pendant 10 ans pour Le Point, fait des livres chez Albin Michel, Flammarion. J'ai été éditeur, auteur de documentaires et j'ai dirigé le CFJ, le Centre de formation des journalistes, sans avoir fait moi-même d'école de journalisme et je dirais même sans avoir eu jamais l'idée d'en faire. Mais bon, par inertie, j'ai fait d'autres études avec l'idée de devenir journaliste et je suis passé un jour à la défense de la liberté de la presse après être donc passé à l'éducation au journalisme, sans doute parce que, d'abord, par appétence personnelle, j'avais envie de faire autre chose. Je voulais sans doute sortir de la position du spectateur et devenir quelqu'un qui faisait. Et j'avais l'idée que quand on est maçon, à la fin on fait une maison, qu'on a froid aux mains l'hiver, c'est moins agréable que parfois au quotidien que d'exercer le journalisme. Et on essaie de construire une maison. Alors, Reporters sans frontières est bien connu du public par ses différentes activités, sa défense des journalistes. Vous êtes connu notamment par la défense des journalistes à l'étranger qui sont inquiétés pour l'exercice de leur profession, pour la liberté effectivement d'informer. Est-ce que vous pouvez présenter quelles sont les missions principales de RSF sous votre direction et quels sont les modes d'action qui sont les vôtres ou les nouveaux modes d'action qui seraient ceux de Reporters sans frontières? Derrière les slogans publics, le mandat de l'organisation, c'est défendre très précisément la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Le journalisme étant entendu, non pas simplement comme l'exercice de la liberté d'expression, mais comme un ensemble de droits et de devoirs en matière de collecte et diffusion d'informations, et qui permettent de faire des journalistes, d'une certaine manière, des tiers de confiance pour les sociétés. À raison des procédures qu'ils emploient, de l'honnêteté qu'ils appliquent, etc. Reporters sans frontières, pour défendre ce mandat-là, a plusieurs moyens d'action. Il y a d'abord ce qu'on appelle dans les ONG le plaidoyer public. Donc c'est les interventions dans les médias, les communiqués publiés chaque jour, et Reporters sans frontières publie dans de multiples langues, y compris en farsi tous les jours. C'est les interventions dans les médias internationaux, dans les conférences, etc. Et puis il y a le plaidoyer non public, qu'on appelle institutionnel, qu'on pourrait qualifier aussi ou appeler lobbying. C'est du lobbying, je dirais, non intéressé, où l'intérêt est simplement de défendre un mandat, et qui a un moyen d'action extrêmement important. Faire passer des notes à des dirigeants, français ou étrangers, et de plus en plus à l'étranger, pour que lorsqu'ils vont rencontrer un interlocuteur, ils l'influencent. Et vice-versa, enfin, jouer sur les différents pouvoirs et essayer par des stratégies d'influencer le plus possible ceux qui prennent les décisions. Et puis il y a le troisième axe qui est le développement des capacités des acteurs sur le terrain, la fourniture de moyens, de services, d'assistance légale, matérielle. Ça va du prêt de casques et de gilets pare-balles à des formations un peu partout dans le monde. Et ces trois moyens d'action sont extrêmement complémentaires. Les deux derniers sont assez invisible. Donc Reporters sans frontières a toujours, surtout en France, une forme d'image d'organisation qui défend les otages. La réalité, elle est beaucoup plus concrète. C'est un travail qui dépasse de loin la communication. Et aujourd'hui, c'est un travail très international parce que d'une organisation née il y a bientôt 35 ans à Montpellier, qui est montée à Paris assez vite, Reporters sans frontières est aujourd'hui une organisation qui a des bureaux dans 13 ou 14 grandes villes dans le monde, capitales. Les derniers ont été ouverts à San Francisco, à Dakar, mais juste avant, c'était à Taipei et à Londres. Et c'est une organisation qui aujourd'hui a une notoriété dans de très nombreux pays, dans de nombreuses langues. Reporters sans frontières, c'est aussi Reporter ohne Grenzen, Reporters Without Borders, Reporteros sin Fronteras, etc. Mais du coup, vous travaillez sur les questions géopolitiques. Est-ce que vos permanents ont une formation géopolitique? Comment vous faites, comment vous relevez l'information? Comment vous abordez ces questions-là? Maintenant, si on inclut l'ensemble de nos bureaux, sections à l'étranger, on a près d'une centaine de salariés, des correspondants dans 130 pays. Donc il y a beaucoup de profils différents. Et nous, on a besoin de profils qui sont des profils de défenseurs des droits de l'homme, des profils plus politiques, des profils journalistiques, tous ceux des fonctions support. Donc, en fait, on a vraiment une pluralité de profils.
étant entendu que la géopolitique, c'est une base, évidemment, puisqu'on a une activité qui est extrêmement internationale. On travaille incomparablement plus sur l'ensemble du monde que sur la France. La France, c'est peut-être 1% de notre activité. Et donc, on a besoin, quelles que soient nos activités, de comprendre les enjeux, de s'y adapter, de définir des stratégies de plus en plus subtiles. Et ça, définir des stratégies de plus en plus subtiles, c'est important parce que le temps, à la fois s'y prête et le temps l'exige. Pourquoi le temps l'exige ? D'abord parce que la stratégie de plaidoyer public, elle est devenue plus aisée d'une certaine manière avec l'explosion du champ de la communication, mais la concurrence est de plus en plus grande par nature. Et surtout, ça n'est pas toujours le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Quand on veut obtenir des résultats, il faut parfois aller discuter avec des gens de manière confidentielle, trouver un argument, entrer dans leur tête, retourner leur propre état d'esprit contre eux-mêmes, si je puis dire. Un argument de realpolitik que vous mettez là en avant. C'est souvent ce que disent les gouvernements, on va pas aborder ces questions en public, mais on a une action discrète. Et donc vous, en pratique, RSF, mis à part les actions très publiques qui sont bien connues, de demander la libération d'un journaliste qui a été emprisonné dans tel ou tel pays, vous allez non seulement voir les dirigeants des pays démocratiques, mais également les dirigeants qui sont ceux qui pose problème. Ça dépend ce qu'on entend par realpolitik. Si realpolitik, c'est on va lever le pied là-dessus parce qu'on a d'autres intérêts ailleurs, vendre tel ou tel produit, arme ou autre chose. Non, puisque nous, on n'a pas d'autre chose à vendre. En revanche, ça consiste à se dire qu'il ne suffit pas toujours de crier plus fort pour faire entendre raison. Que dans un monde où les rapports de force ont changé, et peut-être était-ce d'ailleurs déjà vrai avant, mais a fortiori dans un monde où les rapports de force changent, où des hommes forts autoritaires imposent non seulement parfois leur leadership dans leur pays, mais veulent exporter même leur modèle de contrôle de l'information, il faut qu'on trouve des moyens pour, considérant aussi que le nombre de nos alliés possibles est en train de se restreindre, il faut réinventer ces problématiques de plaidoyer. Et je pense que Reporters sans frontières n'est pas une organisation purement droits de l'homme, loin de là. C'est une organisation qui est à cheval sur les droits de l'homme, le développement, les médias. Nous, on est au point de confluence de plusieurs champs, mais on doit absolument réinventer nos modes d'action, sauf à être dans une forme de protestation. Et le naming and shaming, le dénoncer et faire honte, qui a toute son utilité. Nous, on tire une grande partie du petit pouvoir qu'on a, de notre capacité d'indignation et de notre capacité à sensibiliser les journalistes sur les causes qu'on veut défendre. Mais souvent, on se rend compte que c'est aussi en allant parler sur le terrain qu'on découvre que en fait, la stratégie qu'on avait pensée, il faut la penser radicalement autrement et que peut-être on aura une meilleure chance de succès. J'imagine que ce virage, c'en est un quand même dans l'action, a dû être l'objet de débats internes intenses. Bah évidemment que c'était l'objet de débats, mais c'est légitime dans une organisation d'avoir des débats. Surtout, on renonce absolument pas à ce que sont nos racines. Simplement, on s'adapte aux évolutions. Il y a une évolution sur qu'est-ce que c'est le journalisme. Il y a des questions qui sont beaucoup plus nombreuses là-dessus qu'elles n'étaient autrefois. C'était plus simple. Nous, on a fait le choix après des formes, j'allais dire, d'hésitation, de défendre le journalisme et pas simplement l'information en général. Puisque sinon, ça reviendrait à, j'allais dire, défendre presque tout et défendre en tout, de ne pas défendre grand-chose. Donc on a plutôt considéré par rapport à un grand nombre d'ONG, notamment d'ONG anglo-saxonnes, qui considèrent que, notamment dans les démocraties, il y a une explosion de la communication, mais qu'il faut aller encore plus loin. Là, j'emploie communication pas au sens de la com, des firmes de communication, mais au sens UNESCO du terme, de l'échange d'idées et d'informations entre les êtres humains. Nous, on s'est dit que finalement, on était dans une période où il fallait avoir une vision sans doute plus exigeante de ce qu'est le journalisme. Et que n'est pas journaliste nécessairement celui qui prétend l'être. Aussi que se revendiquent journalistes, ou même sont officiellement des journalistes, des gens qui ne l'exercent pas, qui servent simplement la propagande des pouvoirs, quand d'autres qui sont blogueurs l'exercent vraiment. Nous, on n'est pas dans une vision corporatiste, on est dans une vision fonction sociale du journalisme.
qu'est-ce que c'est que le journalisme, à quoi ça sert. Alors, vous avez donc des bureaux dans 13 pays, mais j'imagine que ce sont tous des pays démocratiques. Est-ce que ce n'est pas un peu la limite de l'exercice, comment vous traitez avec les autres pays? Et puis aussi, en corollaire un peu avec cette question, est-ce que, je dirais presque par définition, vous êtes finalement une organisation occidentale au sens du terme, ou est-ce que vous vivez comme une organisation universelle? Non, on se vit comme une organisation universelle, d'origine française. D'ailleurs, le sans frontières est un élément important de notre légitimité et de notre petit pouvoir, j'allais dire. Ça, c'est important. Sans doute qu'on est perçu comme une organisation occidentale par tous ceux qui prétendent défendre les valeurs traditionnelles, toute cette mouvance qui va de la Russie à la Chine jusqu'à l'organisation de la conférence islamique. Mais nous, on a une vision du journalisme qu'une vision qui peut s'appliquer aussi bien à la Chine qu'aux États-Unis ou au Brésil. Enfin, il n'y a pas de... les journalistes en Chine, tous ceux qui ne sont pas simplement à penser qu'il faut servir la cause de Xi Jinping et être simplement le porte-parole du parti, ils ont grosso modo la même idée de ce que c'est que vérifier un fait, et il n'y a pas de... ça n'est pas... On n'est pas dans la défense, on ne dit pas, voilà, il y a le journalisme américain, le journalisme français, on aurait fait notre choix. Il y a des modes d'appréhension du réel qui sont évidemment différents, mais les règles d'honnêteté, au fond, ou les règles d'indépendance, c'est quand même grosso modo les mêmes. Et de plus en plus, on va vers le sud. Je le disais, on vient d'ouvrir un bureau à Dakar. Alors, on ne s'est pas installé à Pékin, mais parce qu'on ne pourrait pas s'installer à Pékin, comme on ne pourrait pas le faire à Moscou, donc on s'est installé à Taipei, sur une île de langue chinoise et une démocratie. On est au Brésil, on est à Tunis, on va continuer à aller ailleurs, et on est dans une grande voie d'internationalisation de notre équipe, de nos modes de gouvernance, tout en essayant de garder une forme d'origine, enfin d'identité française, au sens où, quand j'ai pris mes fonctions il y a 7 ans, je me souviens, j'ai rencontré un Américain qui avait créé l'une des plus grandes organisations de droits de l'homme, et je me renseignais, j'ai essayé de réfléchir sur la stratégie, il m'avait dit « Votre avantage comparatif, c'est que vous n'êtes pas américain ». Alors, est-ce que vous avez enfin, quel est votre regard sur la situation du métier de journalisme, des médias, de la presse en France, avec le reproche qui est souvent fait d'une concentration économique? Est-ce que ça peut être un facteur un petit peu d'entrave à l'intégrité de l'information, et en même temps le développement des réseaux sociaux, avec cette accusation récurrente que ce n'est pas de la vraie information et que les fake news se terreraient principalement sur les réseaux sociaux? Je crois que l'une des difficultés pour le journalisme, et d'ailleurs il en va de même pour les modèles démocratiques en général, c'est d'être victime en même temps d'une crise interne et d'une crise externe. La crise interne, c'est celle de son indépendance, c'est celle de la capacité de financement, c'est celle de la crise morale, d'une certaine manière, dans laquelle une partie du journalisme est, et c'est comment on parvient, dans ces temps de difficulté, à redonner une forme d'élan au journalisme, alors qu'il subit cette crise interne. La crise externe, c'est cette concurrence, aujourd'hui finalement très déloyale, dans laquelle il se trouve, avec des contenus qui n'ont souvent rien d'honnête. Je suis évidemment pas de ceux qui sont en train de dire que, dans cette vision complètement absurde, consistant à dire que sur Internet, il n'y aurait que des fausses informations, des rumeurs, etc. Il y a beaucoup d'intelligence, et de fait, ça a représenté, de ce point de vue-là, une concurrence salutaire pour le journalisme, qui l'amène à se remettre en question. C'est justement les réseaux sociaux qui sont venus critiquer les médias. Et qui sont venus les critiquer, puis qui simplement sont venus parfois apporter des modes d'appréhension du réel qui n'étaient pas dans les habitudes journalistiques, et ça a pu être une très saine émulation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de loi de la jungle où sont en concurrence directe des contenus qui n'ont rien à voir, entre le journalisme de qualité, le journalisme de moins de qualité, la rumeur, ce qui était autrefois la conversation du dimanche à la table de famille, qui aujourd'hui se retrouve dans l'espace public avec un degré de dignité égal à celui de tous les autres contenus, l'information sponsorisée par l'intérêt, la propagande,
quand je dis propagande, d'État, d'entreprise, de groupes religieux, peu importe, et avec un fonctionnement algorithmique qui fait qu'il y a une forme d'incitation à tout ce qui est extrémiste, faux. Il y a une étude du MIT qui prouve que le potentiel viral des fausses informations est 6 fois supérieur à celui des informations exactes. Et donc ça, c'est un changement de paradigme radical. Alors, on peut se féliciter en tant que citoyen que les médias, les grands médias, les masses médias n'aient plus de monopole. Ça peut mettre fin à des phénomènes de saturation, à des phénomènes de saturation de pouvoir, etc. Ça peut être très vertueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une loi de la jungle, et dans la jungle, par définition, c'est les prédateurs qui gagnent. Et donc, la question qui se pose à nous qui défendons les journalistes, mais à nous, plus largement, citoyens, c'est comment reconstruire un système de garantie sur l'information et la liberté d'opinion. Parce que s'il faut décrire ce qui s'est passé au-delà des phénomènes, là j'ai parlé des phénomènes, les types de contenus, mais si on s'attache à regarder les causes, en fait, il y a 70 ans, un peu plus, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec son article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression. Chacun a son idée sur ces deux libertés. Hannah Arendt disait que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Donc la liberté d'opinion ne se réduit pas à la liberté d'expression. Mais si on regarde l'histoire des démocraties, au fond, les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, elles ont été posées historiquement au niveau national, pas au niveau international. C'était une référence juridique majeure, essentielle. Il y a eu le pacte relatif aux droits civils et politiques, etc. Mais les garanties réelles, c'était des garanties constitutionnelles, des lois sur les médias, invisibles pour le grand public, mais qui avaient leur vertu. En France, par exemple, la loi Bichet à la Libération sur la distribution de la presse. Ou, s'agissant de l'audiovisuel, des obligations de pluralisme et d'honnêteté de l'information. Et puis l'autorégulation. L'autorégulation des journalistes, et comme ils étaient en situation de monopole, en gros, ça avait un peu une portée. Et tout ça dans un espace digitalisé, globalisé, ça n'a plus de portée. L'espace public n'est même plus tellement une notion par rapport à l'espace privé. La désinformation, elle passe par des messageries privées. La distinction entre les secteurs fait que les régulations n'ont plus de portée, etc. Et donc, on se retrouve dans un système extrêmement anarchique et qui offre une espèce de prime à la malhonnêteté. Donc comment, sans entrer dans des logiques de censure, on recrée de la distinction non discrétionnaire, c'est-à-dire où ça n'est pas les États, ou alors de l'autre côté les plateformes qui décident ce qui est honnête et ce qui n'est pas honnête. Comment on crée de l'incitation à la fiabilité de l'information. Comment on repose des garanties générales sur la neutralité de l'espace public, parce que là encore, les plateformes, on se dit c'est des médias, il faudrait leur appliquer des obligations de médias. Mais faire ça, ce serait gravissime. Au fond, ce serait dire à Mark Zuckerberg, tu es le rédacteur en chef, tu fais ce que tu veux, tu as ta ligne éditoriale. Et donc, Mark Zuckerberg pourrait introduire son biais dans son algorithme, ce serait extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, qu'avons-nous, nous, démocratie, à dire à Mark Zuckerberg d'un côté, Xi Jinping de l'autre? Et c'est important qu'on ait quelque chose à leur dire, parce que c'est eux qui aujourd'hui édictent les lois, les normes de l'espace de la communication et de l'information. Comment on leur repose des obligations? C'est le travail qu'a lancé Reporters sans frontières avec la mise en place d'une commission sur l'information et la démocratie, composée de Nobel, de spécialistes des nouvelles technologies, de journalistes en proie à des régimes autoritaires, qui a permis de déboucher sur une déclaration en novembre dernier, qui entre dans une nouvelle logique juridique visant à résoudre ces problèmes, qui a été soutenue par 12 chefs d'État et de gouvernement le 11 novembre. Le travail continue, et normalement, lors du prochain G7, du prochain sommet du G7 à Biarritz, ça devrait être l'un des sujets. Et ça part d'une initiative de la société civile, mais ça vise à recréer des garanties en tenant compte de ce qu'est le monde de l'information aujourd'hui, globalisé, digitalisé. Ça a été effectivement l'une des annonces du Forum de la paix à Paris en novembre. Vous avez poursuivi. Et puis, il y a une autre initiative. Vous avez demandé, enfin, dans votre bilan 2018, vous écrivez « Tous les voyants sont au rouge » et vous avez demandé la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies. En fait, à chaque problème, on essaie de trouver une solution, parce qu'on pense qu'il ne suffit pas de protester pour que ça change les choses. Donc, les violations des droits des journalistes. Lorsqu'ils sont intimidés, menacés, tués, emprisonnés.
Pour ça, aujourd'hui, il y a du droit international qui permet de traiter de ces questions sous la forme de résolution des différents organes de l'ONU. Nous, on pense que simplement, il faut un mécanisme concret d'application du droit international et que ça passe par la création d'un poste de représentant spécial sur la protection des journalistes. 2, il y a ce qu'on peut considérer comme étant des prisons invisibles. Il n'y a pas de victime identifiée, il n'y a pas de journaliste victime ou qui puisse se revendiquer victime, qui soit blessé ou ne serait-ce qu'intimidé. C'est, et j'emprunte cette expression de prison invisible à un dissident chinois, c'est le contrôle de l'information par l'argent, par les technologies, par la loi, et où en fait les droits des citoyens sont lésés. Enfin, c'est les citoyens qui sont lésés, leur droit à l'information dont ils sont privés. Ces prisons invisibles, il faut arriver à remettre de l'exigence d'indépendance éditoriale, de respect de la mise en œuvre des méthodes journalistiques, etc. Et ça, c'est la Journalism Trust Initiative que nous avons lancée, qui vise à donner un outil pour que les plateformes, les annonceurs, les organes de régulation, etc., puissent favoriser le journalisme digne de ce nom, comme dit la charte, selon l'expression, c'est-à-dire le journalisme où il y a la mise en œuvre des méthodes et le respect des principes éthiques journalistiques. C'est une solution de marché qui vise pas à entrer dans la logique dans laquelle beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement entrent aujourd'hui, qui sont traitons les contenus à évacuer du web, mais plutôt, nous, on est sur comment on organise le marché de l'information, pas au sens économique, au sens de la place publique. Et puis 3, il y a aujourd'hui les règles du jeu international, ce que j'évoquais avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et les grands principes de l'espace public. Et là, on a lancé l'initiative sur l'information et la démocratie. Donc, on est vraiment dans chacune de ces, à chacun de ces niveaux, en train d'essayer de trouver des solutions très concrètes, dans une logique qui soit à la fois de renouvellement de nos modes de plaidoyer et aussi de trouver des solutions structurelles en travaillant sur les causes et pas simplement sur les effets. C'est un peu comme si pour traiter du réchauffement climatique, certains pensaient qu'il fallait simplement accroître le nombre de climatiseurs et en acheter plus. Ben, nous, on pense qu'il faut aller traiter les causes. Par rapport à votre principe, finalement, celui d'Hannah Arendt que vous avez rappelé, qu'il n'y a pas de liberté d'opinion quand il n'y a pas une véritable information, ce qui est effectivement... Comment vous jugez à la fois la concentration de plus en plus grande et le fait de devoir avoir de plus en plus de moyens pour avoir un média, et en même temps une sorte de décentralisation, puisque aujourd'hui chacun peut être à la fois émetteur et récepteur d'informations, et chacun peut aller contester le média bien établi pour dire là ils se sont trompés, là, etc. Comment vous jugez? Est-ce que pour le citoyen que vous défendez, puisque c'est quand même ceci votre but, est-ce que les choses vous paraissent s'améliorer ou se dégrader? Non, alors elles se dégradent. On voit les choses en France, puisque, comme on sait, en France, il y a une tradition où des industriels qui ont des intérêts dans d'autres secteurs possèdent aussi des journaux, ce qui est une situation française assez forte, mais qui est aussi un phénomène international. Alors, ça n'est pas le cas en Allemagne, ça n'est pas le cas aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais on avait publié il y a 3 ans un rapport média, les oligarques font leur shopping. C'est le cas en Inde, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Chine, c'est le cas dans beaucoup d'endroits du monde, dans des démocraties comme dans des dictatures. Et je les renvoie jamais dos à dos. Mais considérer que une faible concentration serait par nature vertueuse, c'est également faux. D'ailleurs, au classement mondial de la liberté de la presse, arrivent très haut des pays de très forte concentration. Je sais pas, les Pays-Bas, la Norvège, sont des pays de très forte concentration en matière médiatique en Europe, mais qui sont très bien classés parce que nous, on n'y voit pas de conflit d'intérêts. La concentration, en fait, elle est un facteur aggravant lorsqu'il y a des conflits d'intérêts. Et puis surtout, lorsqu'il s'agit, il faut distinguer 2 types de concentration, les concentrations horizontales et verticales. Et la concentration qui nourrit les conflits d'intérêts, c'est la concentration lorsqu'elle est avec d'autres secteurs de l'économie. Donc nous, on le prend plutôt sous l'angle de le journalisme devant être un tiers de confiance pour les sociétés. Il est essentiel de mettre en place des politiques qui visent à réprimer les conflits d'intérêts. Certains diront, il faut surtout pas réduire la concentration des médias, parce que si on réduit la concentration, en face, d'autres pays, il y a des médias hyper concentrés ou des appareils de propagande faramineux qui sont en train de se mettre en place. Et il ne s'agit pas d'avoir des tout petits acteurs face à ces gigantesques acteurs. On n'y aura pas beaucoup gagné. Donc, je crois que cette
ces préoccupations sur la concentration, elles sont très légitimes, mais il faut y entrer avec un peu de subtilité. Merci Christophe Deloire, on arrive au terme de cet entretien pour ce tour d'horizon et les initiatives donc que sous votre houlette, Reporters sans frontières avec vos équipes sont en train de prendre.